Hello, hello, bonjour, bonsoir, beauté à vous tous qui nous suivez. Benakeps est là. Benakeps est là pour vous à poser des questions que vous dites tout bas. Benakeps est là à poser des questions à ses invités. Et aujourd'hui, j'ai pour vous une invitée spéciale de marque parce elle a plusieurs casquettes, plusieurs talents et elle me surprend. Elle me surprend par ses savoirs, par ses... Vous allez découvrir. Et aujourd'hui, nous allons parler de couple mixte. Pourquoi un couple mixte? Est-ce que c'est avantageux d'être un couple mixte? Est-ce que parce qu'on épouse un blanc ou une blanche qu'on a des opportunités? Elle est mieux placée pour pouvoir nous répondre à ça parce qu'elle aussi, elle est mariée avec un Congolais. Elle était mariée avec un Congolais. Mais voilà. Bonjour Maman Claudine. Bonjour Maman Benakeps, c'est un plaisir de te retrouver. Vraiment, je suis très contente, très honorée. Et vraiment, merci beaucoup de m'avoir invitée dans ton émission. Pour moi, comme je le dis, c'est vraiment un grand honneur. Et j'espère que je serai vraiment à la hauteur de notre discussion de ce jour. Mais bien sûr, vous serez à la hauteur. Je vous ai invité parce que j'aimerais poser la question sur... le couple mixte. Nous remarquons que la majorité de nos frères congolais, j'aimerais dire plus congolais ou africains, qui aimeraient plus épouser un blanc parce qu'ils se disent que c'est une opportunité pour pouvoir réussir ici en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah maman, c'est une question, très bonne question. C'est une question qui mérite d'ailleurs, j'allais dire, de longues réflexions, aussi un long débat. C'est une question qui a l'air simple en apparence, mais qui en fait est beaucoup plus compliquée que ça. Donc oui, voilà. En fait, moi je pense que la motivation en fait d'un mariage normalement devrait être tout simplement l'amour. En premier temps, j'épouse quelqu'un parce que je l'aime. Et non pas parce qu'il a telle couleur de peau, parce qu'il a telle situation sociale, parce qu'il, je sais pas moi, il est beau. Donc ça doit être vraiment l'amour. C'est vrai qu'il y a des mariages malheureusement mixtes qui sont basés sur des motivations. Et des motivations, comme je dis, pas toujours très saines. Bon, on l'a vu, certains de nos compatriotes, puisque là je prends ma casquette de congolaise, certains de nos compatriotes, oui c'est vrai, arrivant ici en Europe, pour certains, la seule voie, j'allais dire, peut-être de trouver un moyen de vivre officiellement dans les pays, c'est-à-dire d'avoir des papiers, comme on dit, se sont dit il faut que j'épouse une fille du pays. Donc on a vu ça très souvent dans les pays de l'Est par exemple, en Russie, dans mon pays en Autriche c'était très flagrant. Donc où vraiment beaucoup de mariages ont été faits, ou se sont faits pas franchement sur base de l'amour, mais sur cette base d'intérêt qui fait que non, si j'épouse donc cette européenne, ça me permettra d'avoir des papiers, d'avoir un séjour dans le pays dans lequel je suis. Comme vous le dites, c'est vrai qu'il y a des mariages qui sont faits par intérêt. Mais je pense aussi qu'il y a eu des mariages qui sont faits par amour. Mais maintenant, là est soulevant un peu pour les mariages qui sont faits par amour. Un couple mixte, c'est deux cultures, deux éducations, deux mentalités, deux façons de voir la vie. Et vous aussi, vous avez été marié avec un Congolais. Vous êtes mieux placé pour pouvoir nous expliquer comment comment pouvoir faire de compromis dans un couple mixte. Oui, donc en tout cas vraiment, maman, vraiment merci beaucoup pour cette question parce que comme je le disais, je préfère qu'on parle effectivement des mariages qui sont basés sur le vrai fondement, c'est-à-dire l'amour, au lieu effectivement de parler des dérives, comme on vient de l'évoquer là tout à l'heure. Donc en fait, un couple mixte, je dirais déjà par définition, le mariage c'est une aventure. Le mariage c'est déjà par définition une mixité parce que c'est la rencontre d'un homme et d'une femme. Donc même au sein par exemple d'une même culture, donc un blanc qui épouse un blanc ou un Congolais qui épouse un Congolais, c'est déjà compliqué. C'est déjà pas facile. Donc il y a déjà des différences, comme je le disais, de par nature, déjà parce que l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme. Alors maintenant, pour parler effectivement spécifiquement du couple mixte, donc blanc-noir, noir-blanc, oui, il y a des différences. Et que ce n'est pas facile à gérer au quotidien, ce n'est pas facile à trouver des compromis parce que ça demande beaucoup de compromis, ça demande beaucoup de compréhension, beaucoup de communication pour essayer de comprendre l'autre, ce qui de toute façon, comme je le dis, est la base même pour tout couple. Tout couple doit savoir communiquer, tout couple doit savoir se comprendre, mais encore plus, effectivement, lorsqu'il y a des facteurs culturels qui sont différents. Et il y a des différences entre un blanc et un noir, entre guillemets. C'est déjà un problème que nous avons déjà dans notre culture. Déjà entre Congolais,
si on doit mettre question entre Congolais, il y a déjà des problèmes pour faire des compromis de couple. Et maintenant, pouvoir venir ici et épouser encore quelqu'un, un étranger de notre culture, c'est encore, je pense, un peu plus difficile encore. Parce qu'il a ses notions, son éducation, sa façon de vivre, sa nourriture, tout est tout à fait différent. Mais maintenant, deux mentalités tout à fait différentes, comment vous arrivez à harmoniser cela? Mais en fait, c'est comme je le disais, c'est d'abord, la première base, c'est d'abord la communication. Sans communication, il n'y a rien, rien n'est possible. Que ce soit d'ailleurs un couple congolo-congolais ou un couple mixte, blanc, noir ou congolais, français ou belge ou je ne sais quoi. Donc la première des bases, c'est communiquer. La deuxième des choses très importantes, c'est l'ouverture d'esprit. Il faut être ouvert à l'autre. Si je suis persuadé que de toute façon, comme on dit en lingala, c'est bon, c'est comme ça, la manière de se dire que de toute façon, moi, la manière dont je vis, dont j'ai grandi, c'est la meilleure manière, il va y avoir beaucoup de problèmes à trouver un compromis, à pouvoir discuter avec l'autre. Donc il faut cette ouverture d'esprit. Et puis il faut aussi avoir cette envie, cette curiosité d'aller découvrir la culture de l'autre. Vous voyez, par exemple, bon, c'est vrai que le blanc, en fait, je pourrais même dire d'ailleurs, c'est pas que ce soit dans nos gènes cette curiosité, mais ce qui a fait que par exemple le blanc se répande entre guillemets sur la planète entière et cherche à coloniser d'autres peuples, c'est parce qu'il y a cette volonté de découverte d'abord. Ce qui a motivé d'abord les premiers explorateurs, c'est d'aller découvrir ce qui n'existe pas ou bien ce qu'on ne connaît pas. Donc cette volonté de découvrir l'autre est très importante. Bon, après évidemment, ça a créé les dérives qu'on a connues, donc ça c'est un autre débat, on ne va pas parler du problème de la colonisation. Mais voilà, donc c'est important d'avoir aussi cette envie de découvrir. Donc moi en tant qu'Européenne, si j'épouse un Congolais, je dois m'intéresser à sa culture, savoir d'où il vient, comment ça se passe chez lui. Tu citais par exemple l'exemple de la nourriture. Ben, qu'est-ce qu'on mange là-bas? Comment on mange? Donc toutes ces choses-là sont très importantes, mais c'est aussi vice-versa. Donc le Congolais qui vient m'épouser doit aussi s'intéresser à ma culture, comment ça se passe chez moi, comment ça fonctionne, etc., les us, les coutumes. Donc c'est vraiment c'est très important d'avoir cet intérêt mutuel. Et après, sur ça, il faut maintenant trouver des compromis. Et c'est là où je dirais, comme on dirait, que les Romains s'empoignent, ou bien que c'est là où souvent... C'est vraiment difficile, il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça. C'est pas facile, sincèrement c'est pas facile, parce que parfois on bute à, voilà, je veux dire, à des différences culturelles. Donc, vous pouvez nous numérer quelques exemples qui sont vraiment difficiles, les difficultés que vous avez vraiment dans les couples? Bon, moi par exemple, des choses que je vois pas simple, comme je le disais, c'est par exemple là on en vient, enfin je veux dire tout de suite au problème philosophique de fond, la notion de l'individu et la notion du collectif. Dans la culture africaine, l'individu n'existe pas. L'Africain donc fait partie d'un tout. Il est membre d'un groupe, d'un clan, d'une ethnie, etc., bon, d'une région. Donc, en tant qu'individu, il n'existe pas. Ce qui est tout à fait à l'inverse dans la culture européenne, l'individualité est quelque chose qui est extrêmement prononcé, extrêmement marqué. Et d'ailleurs, c'est même poussé, favorisé, développé, à tel point qu'aujourd'hui, on en arrive évidemment dans les extrêmes aussi. Mais donc ça, c'est déjà un point d'achoppement. Mais ça a des conséquences très concrètes. Lorsque je n'existe pas en tant qu'individu, je vais avoir du mal à m'affirmer en tant qu'individu, donc en disant, bon, je dois d'abord penser à moi, et puis bon, les autres après. Alors que quand on est dans un collectif, quand on est dans un groupe, on pense complètement différemment. Les notions, par exemple, d'ambition, vous voyez, d'ambition, ça se trouve par exemple, au niveau professionnel, etc., sont pas du tout les mêmes lorsqu'on est porté par cette, comme je dirais, par cette valeur d'individualité, ou lorsqu'on est porté par la valeur du collectif. Donc, ça, ce sont des choses qu'on rencontre, je veux dire, assez rapidement. Le rapport aussi, comme je dis, aux familles. Vous voyez, donc, bon, en Europe, il y a des familles où c'est très famille aussi, vous voyez, où l'individu n'est pas seul, il est aussi membre d'une famille, la famille joue un rôle, mais pas autant, par exemple, que, je veux dire, dans la culture congolaise. Dans la culture congolaise, le rôle de la famille est primordial. Et lorsqu'une Européenne épouse un Congolais, il faut qu'elle sache qu'elle épouse aussi une famille. Donc, enfin, elle ne peut pas faire abstraction de sa famille en disant « Écoute, toi, maintenant, tu es mon mari, laisse tomber, je ne veux rien savoir. » D'ailleurs, je donne un exemple très simple. On sait très bien que les Congolais nourrissent
ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont ailleurs, enfin ceux qui sont au Congo, la diaspora congolaise joue un rôle prédominant dans le bien-être, je dirais, des siens qui sont restés sur place. Donc, combien de fois on n'a pas les coups de fil? Ah, maman, t'as là, Coco, Azobela, il faut t'inda moi quelque chose, ou bien t'as là, Minerva, la Bana, Boedo. Ce sont des choses qui vont arriver, qui arrivent souvent, et en tant qu'Européenne, il faut le comprendre. Tu peux pas dire à ton mari à ce moment-là, ah non, écoute, dis, j'en ai marre là, ton oncle, il téléphone tout le temps, il faut envoyer encore 100 € et tout. Non. Donc, voilà par exemple des choses qui très rapidement peuvent faire dégénérer le couple. Ou certains couples d'ailleurs, comment dirais-je, enfin beaucoup de couples échouent justement à cause de ces problèmes, par exemple d'argent, à cause de ces problèmes d'imprévus qu'il faut savoir gérer. En quel moment, quand vous étiez mariés, vous étiez fiers de vous? Ou quand vous étiez en train de marcher avec votre mari, où vous étiez en train de vous dire là, je suis vraiment la femme d'un Congolais. C'était en quel moment? Bon, dans mon cas, c'est un peu difficile parce que mon histoire est assez différente. Je veux dire, mon mari, c'était quelqu'un qui a grandi principalement ici en Europe. Donc, j'allais dire, la culture congolaise, il ne l'a pas vraiment... il a peut-être pas eu cette chance de pouvoir réellement l'intégrer, réellement l'assimiler, entre guillemets. Donc, à tel point que, bon, et mon mari ne parlait pas lingala, par exemple. Donc, il a fallu... En fait, c'était un peu, parfois, on se retrouvait dans des situations extrêmement bizarres ou extrêmement, j'allais dire, à l'envers, parce que c'était moi qui étais plus congolaise que lui. Donc, il y avait des moments où c'était moi qui essayais de lui... Enfin, apprendre, j'aime pas le mot, mais voyez, essayer de lui dire, vous savez, donc, ce qui fait que, voilà pourquoi c'est très difficile, que je peux pas dire que, avec mon mari, par exemple, je sentais la présence d'un Congolais vraiment à mes côtés, à part, comme je dis, l'apparence. Mais c'est vrai. Mais vous le sentez quand même, quand vous baladez en route et tout ça, il y a quand même le regard des autres par rapport à votre couple quand même. Mais c'est justement ça qui est très surprenant. Nous sommes partis, par exemple, en voyage de noces, nous sommes partis dans une région en Autriche qui est extrêmement reculée et qui est extrêmement fermée. Nous sommes partis au Tyrol, c'est une des plus belles régions d'Autriche, mais une région où là-bas, franchement, un noir, ça n'existe pas. Enfin, voir la présence d'un noir, c'est une rareté. Vous voyez, donc voilà. Et ce qui était vraiment surprenant, c'est que quand je suis allée là-bas avec mon mari, c'est comme si les gens là-bas l'ont accueilli, se sont comportés avec lui comme s'il était un blanc. Vous voyez, ils n'ont pas vu cet aspect, juste, alors que bon, on voyait bien que c'était un noir, je veux dire, physiquement ça se voyait, mais il n'y a pas eu effectivement ce rejet qu'il y a eu, que d'autres, par exemple, amis m'ont raconté lorsqu'ils sont allés au Tyrol, où ils ont senti vraiment cette résistance, ce rejet, parce que comme je disais, c'est une région aussi quand même assez fermée. Donc voilà pourquoi c'est vrai que c'est très difficile en fait, comme je dis, de tirer des leçons ou bien de donner certaines leçons à partir de mon propre vécu, puisque mon propre vécu a été vraiment paradoxal, a été vraiment très différent, je dirais, du vécu de mes amis. Par contre, j'ai beaucoup d'amis qui ont épousé des Congolais, où là vraiment, je veux dire, c'est bien la blanche qui est blanche et le Congolais qui est congolais, et donc où effectivement on voit, c'est comme je disais, ces difficultés ou ces points que je citais. Mais encore une fois, avec le dialogue, en règle générale, on arrive à des compromis. Et à ce moment-là, la chose qui était une difficulté est surmontée et devient même en fait après un atout. Avec le recul, que pourriez-vous dire en ce qui concerne le couple mixte? Est-ce que cette relation tient? Elle tient vraiment? Ou bien c'est une relation qui est à court terme? Bon, moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, avec souvent les généralisations. J'aime pas ça parce que je dis toujours que chaque histoire, d'abord, est individuelle, personnelle. Donc, en faire des théories, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'on a tendance à dire, bah oui, les couples mixtes, ça dure pas, c'est voué à l'échec, ça va durer quelques années après. Et que soi-disant, il y a aussi un amant noir à côté. Bon, voilà, on dit ces choses-là. Donc, toutes ces choses existent, c'est vrai. Elles ne sont pas sorties ex nihilo de quelque part, mais je ne vais pas me baser sur ça pour en faire effectivement après une généralité, pour dire que maintenant chaque couple mixte va fonctionner comme ça. Je pense que c'est vrai qu'on a constaté souvent que la plupart des couples mixtes ne durent pas, ou enfin, disons surtout ceux qui vivent ici. Ceux qui vivent ici en Europe, c'est vrai que rares sont ceux qui réellement restent ensemble pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quelles sont vraiment les raisons qui font que qui ne résiste pas à cette relation? Parce que c'est une richesse.
c'est comme une richesse, c'est une découverte. Et qu'est-ce qui fait que ça ne puisse pas tenir, qu'ils ne puissent pas rester longtemps ensemble? Parce que vous avez aussi été mariés, pour pouvoir aider à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et pouvoir aider aussi ceux qui sont encore dans le mariage et de pouvoir, selon votre vécu, hein, qu'est-ce qui fait que ça ne puisse pas tenir? Bon, il n'y a pas une raison, déjà, donc il n'y a pas une explication. Moi, personnellement, je pense que la difficulté du couple mixte, c'est que c'est un effort permanent et au quotidien. Donc, il faut tout le temps faire un effort, donc à faire ce pas l'un vers l'autre. De compréhension, comme je l'expliquais, de vouloir, en fait, toujours, de vouloir faire cet effort. Donc, être prêt. De deux, il faut beaucoup d'amour. Les couples mixtes qui réussissent, que moi j'ai vu autour de moi, c'est des couples qui s'aiment énormément. Où franchement, comme on dit, comme on dit en lingala, c'est-à-dire vraiment, ils s'aiment. Ça, c'est bien sûr, vous me direz, ou ceux qui nous suivent vont me dire, bah oui, bien sûr, ça c'est tout le monde, hein, même un couple congolo qu'on les doit s'aimer. Mais sincèrement, c'est vrai que s'il y a un élément fondamental qu'il doit y avoir entre un couple mixte, c'est réellement un véritable amour. Voilà pourquoi je déconseille des mariages qui vont se baser sur un intérêt quelconque, sur un attrait quelconque, mais pas réellement sur l'amour, c'est-à-dire le fait que j'ai choisi sciemment cette personne et c'est elle que je veux et pas une autre. Donc si on me change cette personne, ça n'ira pas. Donc c'est très important de vraiment aimer cette personne. À ce moment-là, on a des chances de réussir. Ensuite, comme je le disais, c'est cette volonté de vouloir faire cet effort, de comprendre l'autre et accepter de faire des compromis. Ça, c'est le problème souvent qu'on a de toute façon d'une manière générale dans les couples, mais particulièrement pour le couple mixte, il faut faire des compromis. Je ne peux pas attendre, moi en tant qu'Européenne, que mon mari se comporte comme les autres Européens, par exemple. Donc, je dois accepter qu'il y a des choses que je dois prendre sur moi. Je donnais l'exemple, par exemple, de la famille qui vient s'ingérer ou bien qui vient demander de l'argent. Qui vient à la maison à n'importe quelle heure. Bon, ça, à la rigueur, on peut poser des limites aussi. C'est vrai que, bon, on n'est pas obligé que les gens débarquent à 2 h du matin et comme, par exemple, mon mari dise, bon, maintenant, tu dois aller faire la cuisine parce que, voilà, mes cousins arrivent. Non. Mais non, ça, tu le fais pas. Donc, tu te demandes à 21 h, il y a la famille qui arrive, tu fais pas la cuisine. Bon, moi, personnellement, c'est vrai que je pose des limites. Je suis très cool, comme on dit, très compréhensive, mais il faut aussi savoir poser des limites. Et c'est vrai que, bon, si je suis fatiguée, etc., tu débarques chez moi à minuit, hein, bon, 21 h, c'est une heure encore respectable, mais je veux dire, tu viens chez moi à minuit, ou bien je suis, par exemple, en train de dormir, et que mon mari vient me réveille pour me dire, non, écoute, je débarque avec, je sais pas, 3-4 personnes, et viens préparer. Non, là c'est une limite où j'estime que ça, non. Donc c'est de part et d'autre, vous voyez. Donc lui aussi doit faire un effort de comprendre que bon, je n'ai pas épousé une Congolaise, donc je ne peux pas non plus attendre peut-être la même compréhension. Vous voyez, souvent par exemple, la manière d'aimer. La manière d'aimer est très différente entre un Congolais, entre un Européen. Donc il faut aussi se comprendre sur ça. Quelle est cette différence? J'aime bien. En fait, c'est une question, tu as anticipé. Tu as anticipé la question. Quelle est cette différence d'aimer entre un homme noir et un homme blanc? Bien souvent on dit l'homme noir ne sait pas aimer, n'est pas romantique, il n'est pas tendre, il n'est pas passionné, il n'est pas prévisible. Par contre l'homme noir c'est l'homme blanc, il est romantique, tout le temps des mots doux, attentionné, cool, gentil, mais ce n'est pas le cas chez le noir. Est-ce que c'est vrai? Bon, il y a un fond de vérité, dans le sens où dans le romantisme, je dirais, franchement, noir ou blanc, c'est kiff-kiff. Être romantique, moi je connais des hommes blancs qui sont absolument pas romantiques, comme je connais des hommes noirs qui sont des lovers, comme on dit, des vrais romantiques. Mais il y a une différence, la différence se situe d'abord dans la durée. Le Congolais, par exemple, il va être il peut, franchement, vous mettre le ciel à vos pieds, mais c'est juste pour vous avoir. Une fois qu'il vous a eu et qu'il vous a mis dans la maison, c'est terminé. Comme on dit, l'affaire est close. Donc, entretenir la flamme, c'est quelque chose que le Congolais a du mal. Okay. Ça, c'est vrai que l'Européen en général, s'il est de ce genre-là, romantique, etc., ça va durer. Je vois chez mes frères, mon frère, il est marié depuis plus de 10 ans, il faut voir comment il entretient sa femme. Donc, mais encore une fois, je ne veux pas faire non plus de généralité, parce qu'il y a évidemment des Congolais qui pourront se lever, et à juste titre, qui vont dire, mais non, moi, ça fait 15 ans que je suis marié avec ma femme, je l'aime, je lui offre des fleurs, je fais tout, etc. Mais je parle d'une manière générale. La chose que j'ai constatée aussi, c'est le dialogue. C'est vrai, l'homme congolais a du mal à dialoguer. Le blanc va beaucoup parler.
Le blanc, c'est on parle, on cause, on parle sur la relation. Donc, vous voyez, vous parlez sans tabou. Voilà, on parle. Une conversation sans tabou. Voilà, déjà, on parle sans tabou et on parle surtout, l'aspect psychologique, comment la relation, ça ne va pas, il y a ceci. Et on veut parler. Et on parle des heures et des heures et des heures. Ça, c'est une caractéristique bien européenne. Le Congolais, c'est pas son truc. Lui, il a dit son truc, c'est fini. Ah, dit Tikangako, donc j'ai dit je t'aime, c'est bon, tu veux quoi encore? Tu vois, si je t'ai déjà épousé, donc ça veut dire que je t'aime. Hein. Voilà, donc des choses comme ça. Donc, et puis quand il y a un problème, il a du mal. Vous voyez, c'est vrai que le Congolais à parler, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il va garder ça pour lui, ou bien il aura du mal à aller direct, droit au but, poser le problème sur la table. Tu vois, il y a ça, au monier lokoboé, il va contourner ou il va chercher peut-être autre chose qui n'a rien à voir avec le problème. Donc, ça, c'est une manière, mais ça se comprend lorsqu'on comprend la culture. Dans la culture congolaise, par exemple, être direct, c'est souvent un signe d'impolitesse. C'est souvent très mal vu quand je dis directement comme ça à quelqu'un ce que je pense. Donc on a appris, par exemple, vous voyez, chez les Bakong, où il y a beaucoup de proverbes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils se parlent. Ils vont te dire une vérité au travers des proverbes. Quand on voit, par exemple, les mariages coutumiers, les nzonzi, comme on dit, les nzonzi se parlent. Donc, vous voyez, on se dit des choses, mais d'une manière détournée. Donc, quand on a grandi dans cette culture-là, maintenant, c'est évidemment pas facile à un homme, Zala direct, parle-moi clairement, ouvertement et tout. Donc, ça, ce sont ces différences-là que je constate, voilà, que j'ai vraiment constaté, que je vois autour de moi. Et par rapport à ça, c'est pour ça que je dis, il faut prendre conscience de ça et se dire, suis-je prête à accepter ça? Donc, si j'épouse un Congolais, je dois être prête à accepter que peut-être que, bon, voilà, il ne va pas parler comme je m'attendrais. Voilà, vous voyez, comme je disais, ce dialogue-là. Alors, évidemment, je peux l'initier, je peux faire en sorte que naïdé, comme on dit, tout ça. Mais il faut que déjà, dans ma tête, je me dise, si j'attends un homme qui soit, voilà, comme ça va pas, ça va pas fonctionner. Donc ça, ce sont, comme je dis, deux choses que je vois différentes. Maintenant, la manière, c'est vrai, les petits mots. C'est vrai que les petits mots d'amour, les petits mots tendres, ma chérie, ça va ma chérie, mon amour, ma belle, ma flamme, ma princesse. Chez nous, on a eu même des émissions, on a dit que le Congolais, la femme ne devrait pas appeler son mari bébé. Alors, tu vois, il y a déjà cette cassure-là à pouvoir empêcher à nos femmes à être tendres à leur homme et qui ne peuvent pas dire bébé. Mon petit chou, ça se dit pas, l'homme ne grandit pas, il reste toujours bébé. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je trouve que, bon, là on touche un autre point qu'on appelle, moi ce que j'appelle en fait la pudeur, par exemple. Hein. Moi, par exemple, de ce côté-là, je suis vraiment très, très congolaise. C'est-à-dire, je trouve qu'en public, il y a une certaine manière de se comporter. C'est vrai que nous, par exemple, chez les Européens, on exagère. On emploie même des expressions. Mon lapin, mon petit lapinou. Mais il est encore. Bon, si je lui dis ça dans la chambre, ça va. Mais franchement, appeler mon mari en public, mon petit lapin... Ça passe, moi personnellement, ça me choque aussi, ça passe pas. Donc, je peux bien dire chérie, je trouve ça va. Chérie, ça va. Chérie, tu vas bien, bébé. Bon, bébé, oui, bon, après. C'est un petit surnom. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que, je sais pas comment dire, c'est vrai que, bon, voilà, il faut savoir définir ou déterminer où je pose mes limites en public. Donc, la manière dont je parle dans la chambre, c'est une chose, mais la manière dont je parle en public, et ça, c'est vrai que. Vous voyez, je sais pas, moi personnellement, si j'ai mon mari et qu'il y a tous ses amis sont là, on est au salon et que je commence à l'appeler mon chou, tu vois ce que je dis devant ses amis, moi-même, là, à la l'aise, je me sentirais pas bien. Quel genre de Mundélé vous êtes? C'est ce que je dis, de ce côté-là, je suis vraiment, bon, je suis plus peut-être Mundélé parce que pour moi, voilà, je vais l'appeler par son prénom, je peux lui dire bon chérie, vous voyez, un petit mot comme ça, mais c'est comme les manifestations. Vous voyez, là, on touche un autre problème. C'est quelque chose dont on parle souvent. Ah oui, les Blancs, eux, ils s'embrassent en public, à tel point que ça de même, il y en a carrément, c'est presque de l'indécence. Ils ne sont pas en train de faire l'amour devant les autres. Mais vous voyez, ça aussi, ce sont des choses... Je trouve que, bon, moi, je vous dis, c'est peut-être l'éducation que j'ai reçue. Bon, peut-être, bon, voilà, j'ai beaucoup grandi avec les mamans. Les manifestations comme ça, en public, moi, ça me dérange aussi beaucoup. Je peux me promener avec mon mari main dans la main, d'accord, oui. Mais... commencer à l'embrasser en public. Franchement, moi, ça me choque aussi. L'intégration, nos peuples congolais... il ne faut pas suivre le mauvais des Blancs, j'allais dire. Le peuple congolais arrivé ici, il s'est rendu compte qu'il était en retard en ce qui concerne l'expression de son cœur. Alors, il s'est dit, ben, on doit s'intégrer, pouvoir
exprimer notre expression comme un Européen. Mais justement, c'est là où là on touche un débat de fond. L'intégration jusqu'où et comment? Et que dois-je intégrer? Est-ce que je dois prendre tout le bon et le mauvais aussi? Ou bien, moi personnellement, je trouve qu'une bonne intégration, c'est prendre le bon de chaque, mais pas le mauvais. Et l'expression de l'amour ou l'expression de son émotion, je trouve que c'est du domaine du privé. Ça doit rester, comme je dis, dans le cadre de la chambre. En public, je ne dis pas qu'il faut qu'on devienne des ennemis ou bien on est comme si on est des étrangers. Non, mais il y a, comme je dis, c'est une certaine réserve qu'on doit avoir et que les Européens, eux, n'ont plus. Et c'est pour ça que je disais, c'est une dérive. Donc ils ont franchi un cap qui, pour moi, ne va pas dans le bon sens. La manière dont les Européens se comportent, comment ils expriment, je dirais, leur affection en public, bien souvent, je ne dis pas tout le monde, mais bien souvent pour moi, c'est presque une décadence. C'est-à-dire c'est aller trop loin. Donc, personnellement, je dirais, ben ça, c'est pas ce qu'il faut suivre. Personnellement, je trouve que le Congolais, il est venu avec sa culture, ce avec quoi il est venu, c'est ça, c'est plutôt l'inverse. C'est les Européens qui devraient prendre, j'allais dire, exemple sur ça et dire, ben, on va plutôt faire un peu comme on fait au Congo, parce qu'effectivement, ce côté, cette réserve, ce côté de préserver cette intimité, l'intimité, c'est quand même la chose la plus sacrée et ça doit être, franchement, encore une fois, c'est réservé à la chambre. C'est quelque chose qui c'est le joyau le plus précieux que tu offres à ton mari, vice versa, c'est le joyau le plus précieux que le mari offre à sa femme. Voilà pourquoi ça doit rester votre secret à vous deux. Voilà. Ben, en ce qui concerne les enfants, c'est vrai qu'un couple mixte, ça fait deux cultures. Et pour les enfants, comment faire pour l'équilibre des enfants? Parce que c'est vrai que les enfants, quand ils arrivent, ils se rendent compte après que papa ou maman est de notre culture. Comment pouvoir s'y prendre avec les enfants? Ça, c'est la chose, je dirais, la plus difficile. Franchement, l'éducation des enfants. Est-ce que les enfants, ils ont aussi les repères? Voilà, c'est la chose la plus difficile et je vois d'ailleurs que les couples mixtes, leur pierre d'achoppement, c'est réellement les enfants. Parce que réussir l'éducation d'un enfant métis, cet enfant, il est métis, il est à moitié noir, à moitié blanc, donc il a ces deux cultures en lui. C'est la chose la plus difficile à réussir et souvent on échoue à ce niveau-là parce que souvent on voit l'enfant prend une tendance ou l'autre, mais c'est très rare qu'il arrive à trouver une balance. Moi je le vois bon, avec mes propres enfants. Moi c'est vrai qu'en plus j'ai cette charge je dois leur apporter 3 cultures. Vous voyez, il faut ma culture autrichienne, ma culture française, mais aussi la culture congolaise. Donc les enfants ils ont du mal parfois à se repérer, ils rejettent parfois. Lorsque je veux leur donner la culture congolaise, ils le rejettent à juste titre on pourrait dire d'ailleurs parce que comme ils disent, mais toi tu es une blanche, tu n'es pas noire, ils me le disent souvent. Donc, mais bon, j'ai pas le choix. Donc c'est par la situation qui fait que voilà, c'est comme ça. Et c'est justement qu'ils intègrent ces valeurs-là. Voilà, moi c'est vrai que pour moi c'est mon plus grand challenge. Je souhaiterais que mes enfants soient réellement, je veux dire, bien équilibrés dans leurs deux cultures, donc il n'y ait pas de problème. Aussi bien s'ils sont au Congo, ils sont à l'aise. S'ils sont en Europe, ils sont à l'aise. Donc, mais c'est encore une fois un travail. On touche à ces questions d'identité. Qu'est-ce qu'une identité? Qui suis-je? Quelles sont les valeurs qui me façonnent, etc. Donc, ce sont des choses vraiment, je veux dire, qui demanderaient de longs débats, de longues discussions, sur lesquels, ce sont d'ailleurs les thèmes sur lesquels j'aime travailler, sur lesquels je travaille, parce que c'est tellement important. Tellement important, parce que être métisse, c'est vraiment une situation terrible souvent. Et ça devrait être au contraire un enrichissement. Mais c'est tellement rarement vu comme ça. Vous voyez, quand vous êtes au Congo, on vous traite de blanc, quand vous êtes ici, on vous traite de noir, alors qu'en fait, je veux dire, moi je trouve que c'est la plus belle chose au monde, c'est d'être métisse, parce que j'ai ces deux cultures en moi. Donc je dois donner cette image positive de ce métissage. Et ça, c'est vrai que la société a aussi un rôle à jouer là-dedans. Donc, mais bon, là on touche à des thèmes politiques qui est justement accepter la diversité, promouvoir la diversité, ce pourquoi je me bats aussi à mon niveau. Donc c'est très important pour permettre à ces enfants de se sentir des éléments ajoutés et non pas des éléments retranchés. Quel conseil pourriez-vous donner à un couple mixte qui est en train de nous suivre, qui n'ont pas encore d'enfants, pour pouvoir éduquer leurs enfants? En tout cas, la première des choses... Même ceux qui ont déjà des enfants, bien sûr. Bon, conseil, souvent on me demande toujours, voilà, moi je me sens jamais en position de devoir donner des conseils, mais une réflexion. Un peu. En tout cas, la réflexion que je pourrais faire, c'est d'abord de bien réfléchir. C'est vraiment un enfant, comme je dis, un enfant d'un couple mixte, c'est de bien réfléchir, c'est un projet.
Faire un enfant, normalement, c'est un projet. Ce n'est pas quelque chose qui est, oh, il y a et puis bon, je me débrouille. Non, normalement, c'est un projet bien réfléchi. Donc, il faut que les deux, auparavant, les deux parents se soient mis vraiment d'accord et vraiment discuter sur leur culture, sur des valeurs qu'ils estiment fondamentales, sur ce qu'ils aimeraient que leurs enfants, j'allais dire, prennent, adoptent. Donc voilà pourquoi il y a un travail de base, un travail je veux dire, en amont qui doit d'abord être fait. Et quand l'enfant vient, eh bien, essayer de lui donner, bah oui, de lui donner sa culture. Et le problème, c'est bien souvent là qu'on se rend compte que il y a parfois des parents qui n'ont pas bien maîtrisé sa culture, ou bien, vous voyez, donc par exemple, si le Congolais, il ne connaît pas bien son identité, il a refoulé pour des tas de... Il y a beaucoup de raisons pour ça, mais ce n'est pas l'objet du débat, à ce moment-là, il va avoir du mal à lui donner aussi sa part de culture. Donc c'est vraiment important que chacun donne sa part de culture à l'enfant, pour que dès son plus jeune âge, l'enfant comprenne que voilà, il a une richesse en plus, il a un papa, une maman qui viennent de deux horizons différents et il faut que j'emmagasine ça, et, enfin, en tant qu'enfant, j'emmagasine ça et que je fasse un mix de tout ça en moi. Voilà. Grand merci Claudine. Voilà, Benacaps était là pour vous, pour poser des questions que vous posez tout bas. Et Benacaps était là pour pouvoir poser toutes ces questions. Et mon invitée, Claudine, j'espère qu'elle a bien répondu. Elle vous a satisfaite avec ses réponses. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était bien Benacaps. Au revoir.